Le 5 mars 2025, le président Emmanuel Macron disait ça. Nous aurons doublé le budget de nos armées en presque 10 ans. Mais compte tenu de l'évolution des menaces, de cette accélération que je viens de décrire, nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. Quand on entend ça, il y a de quoi se poser des questions. Il n'y a pas de thunes pour les services publics, des gens meurent littéralement dans les couloirs des urgences, il y a de moins en moins de profs, et là, on nous dit qu'on va doubler le budget de l'armée. 60 milliards d'euros, c'est énorme. Alors, mon public de gauche risque de pas aimer ce que je vais dire, mais je crois qu'il n'y a pas le choix en fait. Non, parce que avant cette déclaration, il y a eu ça. If you're not going to pay your bills, we're not going to defend you. Ou encore ça. Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. De toute évidence, on peut plus compter sur les États-Unis, alors que jusqu'à présent, ça nous a quand même bien servi. Après, on a notre armée, nos voisins aussi. Si on prend tous les pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni, on a même la deuxième armée du monde en termes de nombre de soldats. Mais en même temps, le recul des États-Unis sur les questions de défense de l'Europe fait paniquer un peu tout le monde. Du coup, en 2025, est-ce qu'on dépend vraiment des États-Unis pour notre défense ? La France, c'est la 23e armée en termes de taille et un des 5 plus gros producteurs d'armes. Ok, c'est bien, mais on n'est pas tout seul en cas de guerre contre la Russie, ce que je nous souhaite de toute évidence pas. Alors on va pas y aller tout seul. Si on rajoute toute l'Union européenne, on se retrouve avec 1,4 million de soldats. Et d'un coup, on a la deuxième plus grosse armée du monde, plus grosse que celle des États-Unis même. Mais du coup, si on a d'aussi grosses forces armées, pourquoi on a environ 100 000 soldats états-uniens présents dans des bases un peu partout sur le territoire européen? Alors, pour répondre à ça, on va devoir remonter à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le monde, et dans notre cas l'Europe, venait à peine de se remettre de la Première Guerre mondiale et de ses 10 millions de morts qu'une deuxième leur tombe sur la tronche et décime près de 40 millions de personnes, dont une moitié en Europe de l'Ouest. L'autre moitié, c'est l'URSS à elle toute seule. Mais l'URSS est toujours une énorme puissance, et maintenant elle a ses propres volontés impérialistes. Elle a déjà profité de la guerre pour annexer les pays baltes juste à côté. Vous savez, la Lettonie, Estonie, Lituanie, qu'on sait jamais lequel là. Et après la guerre, elle va continuer de s'étendre sur l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Bon, après, elle va rendre une vague indépendance à certains de ces pays pour les transformer en satellites, mais elle garde le contrôle dessus. Et ça, les ricains, ils aiment pas. Ok, les Russes nous ont aidés à battre les nazis, tout ça là, mais faudrait pas non plus qu'ils commencent à répandre leur communisme où personne peut devenir millionnaire là. Et c'est comme ça qu'en 1947, le secrétaire d'État états-unien aux affaires étrangères, George Marshall, va proposer un plan de reconstruction pour l'Europe. La logique, c'est, si on leur file des thunes et qu'on leur dit qu'on va les protéger, ils auront pas besoin de se tourner vers l'URSS, comme disait Madame Nadal, ma prof d'histoire géo en 3e. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo, bonjour madame, j'espère que ça va bien. Bref. Du coup, le Marshall, il met en place le plan Marshall. Ok, le vrai nom c'est le plan de restauration européen, mais tout le monde dit le plan Marshall. L'idée derrière, c'est d'arroser les pays européens de flouze pour reconstruire les villes qui ont été complètement rasées par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Bon, surtout à l'ouest, les pays d'Europe de l'Est, à ce moment, déjà dans la sphère d'influence soviétique, vont refuser. Bah ok, tant pis pour vous la MIF. Le but de Marshall étant d'empêcher la progression du communisme à l'ouest, va falloir resserrer les liens entre les différents pays d'Europe occidentale. Et c'est comme ça qu'en 1948, on crée l'Organisation européenne de coopération économique, l'ancêtre de l'OCDE. Et cet organisme, sa mission, ça va être de répartir les thunes envoyées par les États-Unis pour reconstruire les pays les plus touchés par la guerre. Il y en a près d'un quart qui va aller à la France d'ailleurs. La volonté des États-Unis, c'est de rester proche de ses alliés et aussi tout simplement avoir un marché avec un pouvoir d'achat suffisant pour y vendre des produits made in USA. Mais après la guerre, c'est aussi le symbole que les États-Unis veulent rester proches de l'Europe. De l'Ouest. Mais ça va pas s'arrêter là. Au début des années 1950, on va aussi créer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Parce qu'en cas d'invasion, les différents pays d'Europe de l'Ouest auraient pas forcément les moyens de faire face. Puis en plus, la Russie a l'arme atomique maintenant, personne n'est vraiment serein. Dans cette optique, et dans le cadre de l'OTAN, on va construire des bases militaires un peu partout en Europe, afin d'anticiper cette menace. Dans la foulée, les États-Unis vont aussi installer leurs propres bases. Le but, si l'URSS ou n'importe lequel de ses alliés touche n'importe quel membre de l'OTAN, on leur tombe tous sur la pogne. Encore une fois, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, une des principales volontés des États-Unis, c'est de limiter la sphère d'influence de l'URSS.
et d'augmenter la sienne au passage. Dans cette logique, et pour du coup protéger leurs alliés, ils vont installer des bases un peu partout autour des frontières de l'URSS justement. Aujourd'hui, c'est 38 bases militaires états-uniennes qui sont installées un peu partout en Europe et qui abritent un peu plus de 65 000 soldats. Sauf que la guerre froide, c'est fini depuis plus de 30 ans. Pourquoi ces bases sont encore là aujourd'hui ? Depuis près d'un siècle, les États-Unis se sont auto-attribué le rôle de police du monde. Ils sont là pour s'assurer que la paix règne et que leurs alliés soient tranquilles, peu importe où ils se trouvent. Puis ça permet de rappeler que l'armée avec le plus gros budget du monde est présente partout. Et ces 65 000 soldats, faut les ajouter à ceux des bases de l'OTAN, éparpillés un peu partout en Europe. Et là, on arrive à un total de près de 100 000 soldats états-uniens présents sur le territoire européen. C'est un signal politique de l'engagement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. L'idée étant de dire, on garantit votre sécurité. Donc en fait, j'allais dire quasiment, on met des otages sur le territoire européen pour montrer à la Russie que les États-Unis sont prêts à se battre avec les Européens. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte. Les États-Unis se replient de plus en plus sur eux-mêmes, et dans cette logique, les liens économiques et militaires risquent d'être de plus en plus réduits avec leurs partenaires historiques. Quand on demande aux Européens s'ils ont peur que ces bases états-uniennes ferment, les arguments ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attendrait. Jeder hängt irgendwo indirekt natürlich von dem Flughafen ab, ganz klar. Ich würde jetzt mal sagen, die spielen hier in der Region die wirtschaftliche Rolle. Weil wenn sie hier den Stecker ziehen, dann werden wir hier sozialer brennen. Bah oui, après tout, c'est des villes dans les villes. Il y en a certaines qui ont plus de résidents que ma propre ville. De là à dire que ça fait vivre l'économie locale, c'est clairement ce qui est dit en fait. Et c'est toujours ce qui revient en premier d'ailleurs. Mais est-ce qu'on était vraiment protégé par ces bases ? Est-ce que le fait que l'une des plus grosses armées du monde ne nous protège plus fait qu'on est dans la demeure ? On va faire un petit bilan. L'Europe, c'est 44 pays, dont 27 faisant partie de l'Union européenne. Pour des raisons de simplicité, on va surtout se concentrer sur l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce qu'à cette heure, c'est ceux qui ont le plus de moyens de mettre leurs moyens en commun. 28 pays, donc, avec chacun leur armée, de taille plus ou moins différente. Bon, après, le nombre de soldats, ça fait pas tout. La Corée du Nord a officiellement une armée 5 fois plus grande que celle de la France. Mais bon, entre l'expérience, l'arsenal, les véhicules, je suis pas sûr qu'un Zergrosch suffise à Kim Jong-un pour nous envahir. Et si on prend l'Union européenne tout entière, plus le Royaume-Uni, ça nous fait 1,4 million de soldats en service, 6 porte-avions, 8 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et ça nous fait une plus grosse armée que celle des États-Unis en fait. Bon, ok, on a moins de matos, mais ça se tient. Grosso merdo, si demain on devait se retrouver face à la Russie, on serait plus ou moins à forces équivalentes, mais on n'a pas de commandement centralisé, pas de moyens en commun non plus. Tout le monde gère son armée et son matériel dans son coin, et ça, s'il faut se mobiliser rapidement, ça peut vite compliquer les choses. La difficulté en fait avec les États européens, c'est que vous avez un certain nombre d'États, en pratique, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne, qui sont trop petits pour être des leaders naturels, mais qui sont trop gros pour vouloir abandonner un certain nombre de leurs prérogatives nationales. Donc, en fait, il y a un problème de taille. Et c'est un peu l'avantage d'avoir les États-Unis, c'est que comme les États-Unis sont beaucoup plus gros et beaucoup plus puissants que tout le monde, en réalité, c'est un leader naturel. En l'absence des États-Unis, il n'y a plus de leader naturel et on retombe dans les problèmes de coopération et de coordination entre ces 4 grands États. Mais les États-Unis, c'est pas que du soutien humain, il y a aussi du matos. Si on prend l'exemple du F-35, le gros avion de chasse américain produit par la société Lockheed Martin depuis près de 20 ans. 11 pays de notre petite alliance en ont dans leur flotte. Se couper d'une alliance avec les États-Unis, c'est aussi se couper de la maintenance et des pièces de rechange pour ces appareils. Sans compter qu'on est dans les années 20. Un avion de chasse, c'est pas juste un avion, c'est un appareil connecté qui reçoit régulièrement des mises à jour importantes. Si demain, le gouvernement états-unien décide que Lockheed Martin, le fabricant, n'a plus le droit de déployer de mises à jour dans certains pays, on est bien emmerdé. Les États européens sont assez dépendants des capacités militaires américaines. On va parler par exemple des capacités d'observation spatiale. Aujourd'hui, la maîtrise de l'espace, parce qu'en fait ça permet d'avoir des satellites, ça permet d'observer ce qui se passe sur le champ de bataille. La plupart du renseignement d'origine spatiale est fourni aux Européens par les États-Unis.
mais on produit des avions militaires en Europe. On a le Rafale, le Typhoon, le Gripen, on produit aussi des armes, des gros bateaux, des tanks, tout ça, on le fait déjà. On n'a pas à dépendre des États-Unis là-dessus. Bref, faudrait compenser une partie des soldats états-uniens sur qui on pourrait plus compter, et aussi compenser, voire mutualiser le matériel qui est produit localement et dont on aurait besoin en plus grande quantité. On dirait que je parle de fraises. Ce qui nous amène à ce genre de déclaration. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires. Non, parce que c'est bien mignon, hein, mais si on augmente les dépenses de 100%, faut bien le trouver quelque part, l'argent. Il n'y a pas d'argent magique. Durant la guerre froide, on dépensait en moyenne entre 4 et 5% du PIB pour la défense. Donc en fait, l'idée quand on dit on va doubler notre PIB, c'est revenir à ce qui était des dépenses considérées comme légitimes et normales dans un contexte où on avait un adversaire très clair qui était l'Union soviétique qui faisait peser un risque sur la sécurité européenne. Donc, ok, on veut doubler nos investissements dans la défense parce qu'on risque malheureusement d'en avoir besoin. Mais cet argent, va bien falloir aller le chercher quelque part. Si on veut doubler nos dépenses en 5 ans, en les augmentant de plus de 30 milliards d'euros, va falloir faire des coupes et augmenter les impôts. Dans un contexte où la pression sur les ménages et l'inflation sont juste invivables et où on charcute toujours un peu plus les services publics, ce genre de déclaration, ça peut faire tiquer, et pas qu'un peu. Mais... If you're not going to pay your bills, we're not going to defend you. Est-ce qu'on va vraiment avoir le choix? Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. Est-ce qu'on va vraiment avoir le choix? But what do the Europeans have to do with this? It concerns bilateral Russian-American relations. Why do we need them there? Je pense que c'est un euphémisme de dire que la défense est un sujet que la gauche n'aime pas beaucoup. Globalement, acheter des armes et faire la guerre, bof quoi. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. D'un côté, on a une menace réelle, la Russie, qui a gonflé de manière stratosphérique sa machine militaire depuis 3 ans. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. Dans les faits, ils communiquent pas leurs chiffres. Du coup, on peut pas vraiment savoir. Actuellement, ils sont surtout bloqués dans une guerre d'attrition avec l'Ukraine. Les joueurs de STR savent de quoi je parle. Mais grosso merdo, c'est tout simplement l'usure. Ça stagne depuis plus de 2 ans. Ils perdent de plus en plus de soldats, d'armement, d'argent et surtout de morale. Et le fait qu'une des plus grosses armées du monde se casse les dents sur un tout petit pays pendant aussi longtemps, si ça continue, ça peut même finir par les forcer à abandonner. Et ça, c'est aussi en grande partie dû à l'aide venant de tout un tas de pays comme la France, les États-Unis, enfin ça se trouve ça sera plus du tout le cas au moment où sort cette vidéo, ou encore le Cambodge. Et c'est pas juste envoyer des armes, bon, on envoie aussi de l'argent, mais il y a aussi du matériel en tout genre, des casques, des gilets pare-balles, des véhicules, des drones, mais aussi et surtout du renseignement et de la formation. Genre, quand je cite le Cambodge, l'armée cambodgienne a formé des démineurs de l'armée ukrainienne, par exemple. L'Ukraine, à elle toute seule, n'a pas les moyens de battre la Russie et peut encore moins survivre sans aide extérieure. Et vu les volontés impérialistes et les tentatives plus ou moins réussies d'ingérence russe dans les pays voisins, c'est pas dit qu'une fois l'Ukraine totalement envahie, il s'arrête là. J'en parle un peu plus dans ma vidéo sur l'Ukraine, si vous voulez. Donc, stopper les Russes en Ukraine et les renvoyer chez eux, c'est non seulement une priorité pour les Ukrainiens, mais aussi pour tous les pays voisins comme la Géorgie, la Moldavie ou la Roumanie. L'objectif stratégique de la Russie, et ils le disent depuis les années 90, c'est qu'ils n'aiment pas l'Union européenne, ils n'aiment pas l'OTAN. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est faire s'effondrer l'Union européenne et faire s'effondrer l'OTAN. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire s'ils arrivent à vassaliser l'Ukraine? Le but, c'est de prendre un gage territorial limité dans un pays de l'OTAN, ça peut être dans les pays baltes, ça peut être le nord de la Norvège, dans ce qu'on appelle le Finnmark, et dire, ok, maintenant, venez, on va voir si vous vous battez. Et la question, c'est, est-ce que réellement, on considère que l'article 5 de l'OTAN, donc l'article qui garantit la solidarité de la défense entre les États membres, est-ce qu'il est opératoire ou pas? Donc en fait, qui va se battre? Et le fait que la Suède et la Finlande aient speedrun leur adhésion à l'OTAN après le début de l'invasion de l'Ukraine est aussi un indicateur de ces craintes. Au moment où j'écris ce script, la Pologne, les pays baltes et la Finlande sont en discussion pour se retirer des accords d'Ottawa qui interdisent l'usage de mines antipersonnelles. L'argument est qu'ils ont besoin de protéger leurs frontières et que ça peut impliquer de les miner de partout. Il y a même la Grèce qui vient d'augmenter son budget de défense de 25 milliards d'euros. La Grèce. 25 milliards d'euros. Je sais pas où ils les ont trouvés. Et nous, de notre côté, on fait quoi? Alors, il y a plusieurs choses.
Déjà, bon, je vais avoir les habituels commentaires du style t'iras à mourir tout seul en Ukraine. Non, teuteux. Le but d'avoir une défense solide, c'est d'éviter d'avoir à faire comme la Russie ou même l'Ukraine et de devoir mettre en place un système de conscription plus ou moins forcé pour combler le manque de soldats. C'est un argument qui est souvent repris par la propagande russe pour décourager au maximum à niveau individuel. Mais ça nous concerne pas en fait. L'armée elle-même, elle veut pas de conscrits. On a des équipements beaucoup plus complexes qu'avant, une organisation beaucoup plus complexe aussi. Et envoyer Jean-Mi qui a à son actif rien d'autre que 300 heures sur Call of, c'est pas ce qui va aider qui que ce soit en fait. La deuxième chose, et là je vais plus spécifiquement m'adresser à mon public de gauche, c'est que la défense est souvent vue comme un truc de facho. La guerre, le virilisme, le colonialisme, tout ça, je pense que y a plein de trucs qui se mélangent. Dans notre cas précis, on parle de défense parce que c'est la situation actuelle. On a un pays qui fait nawak et a clairement pas de bonnes intentions envers nos voisins, voire nous-mêmes, et on doit être prêt à se défendre d'une manière ou d'une autre. Et si tout ça c'est vu comme un truc de facho, c'est parce que ça fait bien trop longtemps qu'on a laissé le sujet à l'extrême droite en réalité. Sauf que la défense, l'armée et tout ce qui va avec, ça va pas partir. Vous voulez vraiment que ce soit aux mains de gens qui voudraient vous voir disparaître? Autant que ça me déplaise, on doit se réemparer de ces sujets et en refaire une priorité autre que pour les dénoncer. Chose qu'on doit pas arrêter non plus. C'est un sujet capital dont on dépendra peut-être un jour. Et au-delà de parler de s'engager ou que sais-je, je parle surtout de ce que notre pays en fait. Comment on y investit, où on s'en sert, pourquoi et pour qui. C'est ces questions sur lesquelles on doit avoir notre mot à dire aujourd'hui, et pas juste Jean-Kévin Martel tiré du bas 732. Pour en venir à ma question de départ, est-ce que la France dépend vraiment des États-Unis pour sa protection ? Dans l'état actuel des choses, et sans vraie coordination entre les différents pays européens qui ont tous des besoins et des projets différents, malheureusement un peu, ouais. C'est le sbeul, c'est une situation qu'aucun d'entre nous ne veut, encore moins les Ukrainiens, je pense. Et elle empire de jour en jour. Et croyez-moi que ça me tend un petit peu d'être d'accord avec le président Macron, mais en réalité, il fait que dire des trucs évidents. On a juste plus le choix. L'autre option, c'est abandonner l'Ukraine et potentiellement le reste de l'Europe de l'Est, voire du centre, parce que c'est déjà plus ou moins le cas aux États-Unis. Enfin, au moment où j'écris ce script en tout cas. Donald Trump veut des terres rares en Ukraine, il veut le contrôle de ses centrales électriques, et ça c'est mon analyse perso, mais il se dit que le gouvernement ukrainien sait à quel point il dépend de l'aide états-unienne pour continuer à survivre aujourd'hui. Est-ce qu'on veut vraiment être bloqué dans un système semi-mafieux où on doit céder ci ou ça à chaque fois qu'on a besoin de défense? L'ordre du monde a malheureusement changé, et on dirait qu'on peut plus vraiment compter sur un de nos alliés les plus puissants. Là où c'est problématique, c'est que sans guerre, on a déjà des coupes budgétaires dans des services essentiels. Avec un tel couteau sous la gorge, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour savoir que la situation va pas aller pour le mieux de ce côté. C'est une réalité sur laquelle il faudra continuer à ne rien lâcher. J'ai pas de solution miracle de ce côté, mais guerre, pas guerre, on perd un peu plus de droits chaque jour, quoi qu'il arrive. Puis bon, entre augmenter un peu les impôts des plus riches, qui seront toujours milliardaires et millionnaires après, ou alors toujours demander plus d'efforts aux plus précaires, le choix, il devrait pas être dur normalement. Ce serait peut-être temps de prendre des décisions qui pourraient mettre tout le monde d'accord. Au bout d'un moment, va falloir arrêter de prendre les gens pour des jambons. On a besoin de défense, mais taper dans le fond des comptes épargne, c'est pas ce qui va tenir le système en fait. Tout ça pour dire, on a peut-être un peu trop longtemps compté sur les États-Unis, et le fait de se retrouver à devoir couper les ponts sans avoir eu le temps de s'y préparer, malheureusement, ça va coûter cher. Et il va falloir prendre des décisions difficiles, sans pour autant dire oui à tout. Enfin, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez continuer à nous soutenir pour qu'on puisse en produire d'autres, parce que ça demande pas mal de ressources, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Le lien est juste là. Ça vous donne accès aux vidéos 24 heures en avance et sans sponsor pour ceux que ça dérange. Voilà, ça fait partie des petits trucs qu'on peut proposer. Si jamais vous avez d'autres idées d'ailleurs, n'hésitez pas. Mais encore une fois, merci d'avoir regardé, merci de nous soutenir et je vous dis à la prochaine vidéo.